Bonjour, bon bienvenue, hein, donc la deuxième partie de la session sur le changement avec le thème de la communication. Alors j'espère que vous avez bien réussi à vous sentir à l'aise avec les exercices que vous aviez à faire, y compris la pratique de pranayama. Alors, ben, on a déjà bien avancé puisqu'on a déjà travaillé. Donc, on va continuer tout simplement sur l'empathie dans un premier temps, puisque c'est hyper important, hein, puisque vous avez clarifié vos besoins, vous avez pu clarifier ben, l'observation, identifier vos besoins, votre ressenti. Et donc, on va ajouter quelque chose en plus. Alors, pour travailler, je vais travailler sur la communication non violente. Elle me semble complètement appropriée. Carl Rogers, qui est aussi un psychologue, avait dit l'empathie, c'est sentir ce que l'autre sent, comme si j'étais lui tout en sachant que je ne suis pas lui. Donc, de l'empathie, il est important de pouvoir comprendre l'autre, se comprendre soi, de l'auto-empathie, et comme ça, on peut faire un chemin ensemble. Et à côté de l'empathie, je vais mettre aujourd'hui de la bienveillance. Alors la bienveillance, c'est un mot qui est très à la mode en ce moment, la bienveillance. Mais c'est quoi bien la bienveillance? C'est veiller bien sur soi. Veiller bien sur soi et veiller aussi bien sur l'autre. C'est être présent avec tous ses sens, se servir de son cœur comme un élan et du mental comme un véhicule qui doit nous emmener là où on a besoin d'aller. Donc, il y a quelque chose d'important aussi. Donc, votre rôle, premier rôle qu'on a dans la vie, c'est déjà d'être bien, de bien veiller sur soi. Si vous ne veillez pas bien sur vous, qui va veiller sur vous? Puis de veiller aussi sur les autres, sur déjà ceux que l'on aime, ceux qui vivent avec nous, ceux qui sont avec nous dans le quotidien et même ceux qui travaillent avec nous. Parce que en ayant de la gratitude, en ayant de la bienveillance, il est plus facile de désamorcer une bombe. Parce que vous savez, c'est très facile, hein, la communication, quand tout va bien. Quand on va faire un apéro, quand on va faire la fête, quand on est en vacances. Mais en temps de crise, la communication devient très difficile. Des fois aussi dans des conflits, parents-enfants, conflits amoureux, conflits en amitié, la communication devient très difficile. Donc, empathie, bienveillance et identifier vraiment vos besoins. Identifier quel est le besoin que vous avez dans telle ou telle situation. Donc, observer. Donc, observer aussi ressentir. Quel est votre sentiment? Qu'est-ce que ça vous fait? Admettons, on peut prendre un exemple très simple. Vous rentrez chez vous, c'est le boxon. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben, déjà, quelle situation êtes-vous? Peut-être venez travailler, vous êtes fatigué, donc vous rentrez chez vous, déjà ça vous casse les bras. Donc, en plus, mais peut-être que c'est pas seulement le ménage qui vous casse les bras, c'est peut-être le stress que vous aviez eu avant. Donc, identifiez la situation déjà. Puis, identifiez votre besoin. Donc, ressentez quand vous rentrez chez vous, vous avez besoin de clarté. Vous avez besoin d'utiliser les autres pièces, qu'elles soient propres. Vous partagez une maison ensemble, donc il faut pouvoir identifier tout cela. Identifier, voilà, je me sens en colère. Qu'est-ce que ça fait la colère? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça me fait quand je suis en colère? Ben, j'ai les mains moites, j'ai le cœur qui bat, je vois tout rouge, d'ailleurs je vais tout exploser qui passe autour de moi.
Mon système nerveux, il est complètement déréglé là. Mon système, mon guerrier, il est à fond. L'orthosympathique, il y va à fond. Le médecin, on n'entend plus parler. J'en vois que de la dopamine, de l'adrénaline. Plus de sérotonine, plus rien du tout. Plus rien ne va. Donc, essayez de ressentir. Pouvoir aussi créer une liste de sentiments. Je suis agacée, je suis triste. Trouvez une liste de sentiments. Créez pour vous tous les sentiments qui peuvent arriver. Qu'est-ce qui se passe? Parce que sinon, vous savez ce qui se passe. Si vous n'arrivez pas à vous prendre un peu de recul pour voir ce qui se passe, ressentir ce qui se passe, vous savez ce qui se passe. Le mental, lui, il prend la relève. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre des vieux dossiers. Il télécharge des vieux fichiers. Ah ben tiens, ça me rappelle, eh ben, c'est toujours comme ça de toute manière. De toute manière, personne ne t'entend, personne ne t'occupe de toi, etc. etc. Vous avez déjà compris. Donc, j'identifie mes besoins liés à ce sentiment. Et puis, quand j'ai tout identifié, vous vous souvenez, on avait fait les jolies phrases, les petits mantras. Donc, je fais la phrase dont j'ai besoin pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir faire ma demande. Pour pouvoir faire ma demande. Et donc, ça va donner quelque chose comme, très simple. Je rentre à la maison, c'est le boxon. J'observe que tout est éparpillé dans la maison. Première chose, j'observe. Le sentiment, qu'est-ce que ça me fait comme sentiment? Ça me met de mauvaise humeur. Mon besoin, c'est quoi donc? Puisque ça semble ne déranger personne, à part moi-même. Alors, c'est plutôt moi qui dois faire la demande, puisque personne ne les dérange. Donc, j'ai besoin que les pièces que nous partageons ensemble soient un peu plus rangées. Donc, je peux faire ma demande. Pourriez-vous, ou bien pourras-tu, ranger la pièce, puisque j'ai besoin d'avoir de l'ordre dans les pièces que nous partageons ensemble. Nous sommes ensemble. Donc, voyez-vous, je crée de nouveaux circuits neuronaux. Donc, cela va emmener un changement. Et malheureusement, il y a des obstacles. Nous rencontrons énormément d'obstacles quand nous voulons changer les choses. Et dans la communication non violente, Marshall Rosenberg disait qu'il était beaucoup plus facile de donner tort aux autres que de regarder en soi-même ce qui se passait. Alors, je disais, les obstacles, c'est de ne pas être présent, de ne pas vraiment écouter, d'avoir le mental qui déverse des archives, pendant que l'autre part, être dans le jugement, de la difficulté donc à percevoir la réalité, car on est trop focalisé sur notre point de vue et on oublie de voir ce qu'il faut voir. On a aussi des croyances erronées, on ne veut pas se remettre en question, on émet des jugements moralisateurs, on fait des critiques qui ne sont pas du tout constructives, on reproche, on évalue, on compare, on généralise, on met des diagnostics, des étiquettes, on interprète, on extrapole. Moi, je. Ben, le verbe être, hein, je suis un petit peu trop comme ça, il est comme cela, il est comme ceci. Et puis ça va dans plein de phrases. Hein. Moi, je suis comme ça, je ne peux pas changer, je suis comme ça. Des exigences, des dénis de responsabilité, on n'est pas responsable, c'est toujours l'autre. Hein. Et puis des malentendus. Et un malentendu, c'est quoi? C'est de croire à une seule réalité et de ne pas voir qu'il peut avoir d'autres réalités. Il peut avoir des perceptions qui sont différentes de la nôtre.
Et donc, on crée des malentendus. Et vous allez voir, par exemple, un truc qui est très très simple, c'est un tableau. Prenons un tableau, par exemple. Prenons la Mona Lisa. La fameuse Joconde. Tout le monde peut la voir un peu différemment. Il y en a qui voient une femme, il y en a qui voient un homme, il y en a qui voient quelqu'un qui sourit, chacun. Et puis, bien évidemment, nous avons aussi dans notre tête, puisque j'ai pris un tableau en plus qui est un classique des classiques, tout le monde a déjà entendu parler, tout le monde a déjà vu, donc forcément c'est archivé. Donc notre technocrate va nous envoyer, ben là tout à coup dans ma tête vient l'IO, les hommes, les blancs, les brunes ne comptent pas pour des prunes, et la Joconde, à moins qu'on l'attende, c'est quand même une brune. Vous voyez, donc c'est vite fait qu'on a tout plein de ces choses-là. Donc, je vais revenir à la phrase pour clôturer tout ça. La phrase qu'avait dit Ferguson au début, vous savez, quand j'avais commencé, Ferguson avait dit « Les cœurs, aussi bien que les esprits, doivent changer. Il faut que la communication, après un élargissement, gagne en profondeur. » Et puis, je vais en profiter aussi, puisque vous savez que toutes ces sessions, elles servent à une chose, à nous emmener toujours un peu plus vers la profondeur de ce que le yoga. Alors le yoga, c'est 8 piliers. 8 piliers qui va nous servir à justement aller vers un changement intérieur. Vous vous souvenez, j'avais commencé avec la phrase de Gandhi qui disait « Nous ne pouvons pas changer le monde, mais nous pouvons être le changement dans ce monde. » Et pour pouvoir être ce changement, il faut que nous soyons capables de nous changer à l'intérieur de nous. Donc, ces 8 piliers en yoga, c'est quoi? C'est Yama. Yama, c'est la relation avec les autres. Alors, les hindous mettent la relation avec les autres avant, parce que si tout va mal, eh ben tout va mal. Si vos enfants vont pas bien, eh ben vous irez pas non plus bien. Donc, si la nature, elle ne va pas bien, eh ben, nous n'irons pas bien, nous mangerons, ce que la nature nous donnera sera de moins bonne qualité, etc., etc. Donc, pour l'hindou, il met ça en avant, alors que dans notre culture judéo-chrétienne, nous mettons d'abord nous en avant. Donc, si nous allons bien, les autres vont aller bien. Ce qui l'un n'empêche pas l'autre, quoi qu'il en soit. Donc la deuxième, c'est Niyama, donc la relation justement avec soi-même. Donc il faut se connaître soi pour pouvoir changer autre chose, hein, on est d'accord. Puis après, la troisième, c'est Asana, donc la posture. Puis après Asana, nous avons Pranayama, la respiration, hein, très important, les techniques de respiration. Puis nous avons Pratyahara, le retrait des sens. Alors ça, c'est hyper important, le retrait des sens. Pourquoi? Vous vous souvenez, notre technocrate, là, le mental, il se sert des stimulus. J'entends un bruit, tiens, un oiseau, ça y est, hop, un oiseau, ah ouais, ça me rappelle, tiens, l'été, ah, c'est bien, j'aime bien les bruits des oiseaux, paf, paf, paf. Donc ce stimulus que j'ai entendu, l'oiseau, m'a ramené à tout plein de choses, j'étais en train de méditer, et voilà, je ne suis plus du tout, donc, alignée avec moi-même, je suis plus dans le présent, je suis déjà dans des dossiers, dans le passé ou dans le futur, voilà. Donc, c'est pour ça le retrait des sens est important de juste observer. Ça ne veut pas dire que vous allez retirer vos sens, mais c'est-à-dire que vous allez, pendant votre méditation, juste observer les choses telles qu'elles sont sans les mettre dans des tiroirs. Puis, nous avons Dharana. Dharana, c'est ce qu'on travaille pour aller, c'est souvent ce qui est le plus travaillé pour aller vers la méditation, c'est la concentration, comme nous avons fait hier. Je vous ai fait faire un pranayama avec une technique de respiration en 4 temps avec 2 temps de suspension, mais tout était égal. Et donc, c'était de pouvoir se concentrer, d'avoir cet état d'attention pour justement stabiliser l'esprit, stabiliser le mental. Et puis, nous avons Dhyana, là c'est la méditation, là c'est là où on est capable d'être assis et justement on a stabilisé le mental, on laisse le mental faire ce qu'il a à faire, hein. Lui, son rôle, c'est d'archiver. Il va archiver, vous le laissez archiver, mais vous, vous êtes là aligné. Vous ne prenez pas parti pris dans son bavardage. Vous restez dans votre sens et vous le laissez aller dans le sien.
Puis après, nous avons le dernier, le pourquoi en fait l'idée du yoga. Samadhi, c'est-à-dire à un moment donné, c'est ce qu'on appelle, on est comme un Bouddha, on a tout compris, ou bien comme un Jésus pendant les 40 jours dans le désert. C'est-à-dire on est aligné, on fait un avec l'autre. C'est un état que je ne peux pas vous décrire, je ne l'ai pas eu. Mais d'après ce qu'on décrit, on a compris tout, on a compris l'univers, on a compris nos atomes, on a compris nos molécules, on a tout compris. Donc, en attendant d'avoir tout compris, nous allons travailler encore un petit peu. Et donc, dans un des premiers, dans le yama, donc la relation avec les autres, il y a un mot très important. Nous n'avons pas ce mot dans nos vocabulaires. Là, c'est pour ça que nous l'avons traduit non-violence. Donc, ahimsa. Alors, imsa, c'est la violence. Et pour le mot, il y a juste le A. Le A, c'est la négation. Et donc, la non-violence. Et donc là, c'est pour ça que j'ai préféré travailler pour la communication non violente, qui est la méthode de Marshall Rosenberg. Donc, vous allez trouver tout plein de choses sur la communication non violente. Ça vaut vraiment le coup. Comme ça, vous pourriez vous exercer à prendre des scénarios et faire des petits scénarios de conflits et voir comment vous pourriez formuler les phrases, comment vous identifiez les besoins, etc. Et parce que justement, le yoga, c'est une manière non violente d'agir. Le yoga, plus on va travailler sur le yoga, plus on va travailler sur l'empathie. Ça va devenir automatique, la bienveillance. On sera beaucoup plus apte à gérer des situations de conflit. Alors, on a des clichés aussi dans le yoga. Hein. Le technocrate a mis des clichés. Tout le monde dit, ouais, le yoga, c'est zen. Quand on fait du yoga, on est zen, on est toujours zen. On peut l'être, on peut devenir zen, mais c'est un travail. Nous sommes tous différents. Il y a des gens qui sont calmes de nature, il y en a qui ont plus de tempérament. Pour ma part, j'ai énormément de tempérament. Je me lève, une petite étincelle, si je n'avais pas des exercices, identifier tes besoins, mais avant d'identifier le besoin, paf, je suis déjà partie au quart de tour. Et puis après, je dis, oh, excuse-moi, je redescends. Oh là, je me suis emportée, le technocrate était là avant. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ce travail que nous faisons ensemble, tous, de continuer à travailler pour pouvoir améliorer nous-mêmes, notre environnement. Donc, dans cet espace, c'est un espace de fin, une suspension. C'était une suspension expiratoire. Vous allez maintenant, pour finir tout cela, travailler sur le guerrier. Un guerrier. Alors, le guerrier, vous vous souvenez? Alors, j'espère que vous allez me voir. Je suis peut-être un petit peu loin. Ah oui, non, vous ne voyez pas bien mes pieds. Donc, j'ai le pied, je pars, les jambes écartées. Je vais prendre mon pied gauche, que je vais plier, 90 degrés, je tourne, je plie, je m'appuie. Donc, je vais peut-être prendre, je m'appuie, vous voyez? Je m'appuie. Oh, vous voyez la nature, mais vous ne voyez pas mes pieds. Bon. Je vais vous faire une autre vidéo du guerrier. Vous vous appuyez, vous étirez. Et la posture du guerrier, c'est une posture justement pour la connaissance, tenir dans des situations difficiles, être étiré. Vous êtes étiré à gauche et à droite, ça c'est la vie. Mais vous savez où vous devez regarder et vous êtes aligné. Donc c'est pour ça que je vous fais faire le guerrier 2. Et je vous souhaite une bonne continuation. Namaste. Vous allez trouver le guerrier sur ma page YouTube. À bientôt.